Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode où on va parler plutôt, entre guillemets, organisation, puisque dans cet épisode, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, je vais te partager 3 astuces, 3 conseils, entre guillemets, pour ne pas être débordé ou pour ne pas se sentir débordé, parce que c'est vraiment une sensation, je pense qu'on a tous vécu, de près ou de loin, et c'est vraiment une sensation pas très agréable, on va pas se mentir, de se sentir complètement sous l'eau, débordé, la fatigue, le stress, la charge mentale, blablabla, tout ce que ça implique. Donc on va voir aujourd'hui 3 astuces pour ne pas être débordé, pour ne pas se sentir débordé dans son business. Avant qu'on attaque cet épisode, je t'invite, si tu le souhaites, à nous rejoindre sur la newsletter. Tu as le lien dans la description. La newsletter, je l'envoie 2 fois par mois avec un article inédit à chaque fois, et puis notamment tu as accès, quand tu t'inscris, à l'espace privé de mon site. Et sur cet espace privé, il y a plein de vidéos, des PDF, des fiches outils, des vidéos de yoga notamment, avec une série d'étirements post-journée de travail. Donc tout ça est accessible avec le lien qui se trouve dans la description. Sans plus attendre, aujourd'hui, 3 astuces pour ne pas être débordé, pour ne pas se sentir débordé. Déjà, le premier truc que je voulais te partager, c'est de se demander pourquoi tu te surcharges. Alors, si t'es dans le cas de, genre, t'es vraiment débordé, et c'est quelque chose, entre guillemets, de récurrent, parce que des fois, ça arrive, évidemment, d'avoir des périodes qui sont plus chargées que d'autres, mais si c'est quelque chose que tu rencontres souvent comme problème, d'être débordé ou de te sentir débordé, je t'invite à te demander pourquoi tu te surcharges ton emploi du temps comme ça. Est-ce que vraiment, honnêtement, en toute transparence, est-ce que vraiment c'est à chaque fois des périodes qui sont super chargées et que t'as vraiment pas le choix? Ou est-ce qu'il y a une autre raison à se sentir surchargé? Par exemple, tu peux vouloir blinder ton emploi du temps parce que ça te donne l'impression que ça tourne, parce que ça te donne l'impression d'être busy et super efficace, et tu vois. Et donc, est-ce que vraiment tout ce que tu fais et tout ce qui est dans ton emploi du temps, c'est absolument essentiel? Et en quel cas, t'es débordé, c'est une période, ça arrive. Ou est-ce que volontairement, tu blindes ton emploi du temps de choses qui sont pas forcément toujours indispensables, ou qui peuvent attendre également, qui sont pas forcément une priorité en termes de temps, mais que toi, ça te rassure, ou bref, tu vois, tu peux avoir ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. L'autre option aussi que je voulais aborder dans ce point, c'est la question de l'évitement émotionnel. Bon, ça tu le sais, c'est ma came, j'en parle tout le temps. Je te mets dans la description le podcast entier que j'ai fait sur l'acceptation émotionnelle et la lutte et l'évitement. Comme ça, si tu es pas très au clair avec ce qu'est l'évitement émotionnel, tu peux aller écouter cet épisode du podcast. Donc, le fait de se sentir surchargé ou de surcharger son emploi du temps, ça peut aussi être une stratégie d'évitement émotionnel. C'est quelque chose dont je parle souvent en newsletter sur Instagram. Les entrepreneurs, j'aime beaucoup parler d'hyper-action, pas d'hyper-activité, mais d'hyper-action. C'est pas que les entrepreneurs qui sont concernés, mais les entrepreneurs sont quand même très bons clients de ce genre de phénomène. Et le fait d'être toujours en train de faire quelque chose et d'être toujours dans l'action. Et donc on blinde son emploi du temps et on a toujours un truc à faire, on a toujours un lancement à faire, on a toujours quelque chose à faire. Je dis pas qu'il faut pas faire des choses, parce que l'action c'est très bien, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'action juste et aligné, ou est-ce qu'on est dans une forme d'hyperaction? Parce que tant que je suis dans l'action, tant que je suis dans le faire, je suis pas dans l'être, je suis pas au contact de mes émotions, et je suis pas vraiment au contact de ce qui se passe. Et ça peut être aussi très utile de pas être au contact de ce qui se passe, parce que si, dans mon business, en ce moment, ça va pas trop, ou moi je suis pas très alignée, peut-être j'ai des peurs, peut-être j'ai de la tristesse, peut-être il y a des choses qui me mettent en colère, peut-être un sentiment d'illégitimité, bref, il peut se passer plein de choses, et que j'ai pas trop envie de venir faire face à tout ça, je vais rentrer en évitement émotionnel pour pas trop m'en occuper. Et l'évitement émotionnel, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé plein de fois, ça peut donner plein de situations différentes, comme la procrastination, par exemple, qui est un comportement typique d'évitement émotionnel. Là aussi, je te mets dans la description mon podcast entier sur la procrastination si tu veux creuser ce sujet. Et une des options possibles, c'est l'hyperaction. Et donc je fais, et je suis tout le temps dans le faire, je ne suis jamais dans l'être. Et donc je blinde mon emploi du temps, parce que tant que je fais quelque chose, j'ai l'impression d'être utile, j'ai l'impression d'être efficace, j'ai l'impression de servir à quelque chose, j'ai l'impression d'avancer, j'ai l'impression de réussir, bref, ça peut être plein de choses que tu dis dans ta tête. Mais le fait est que, en attendant, t'es surchargé, tu te fatigues. Et donc c'est un cercle vicieux, parce que du coup tu vas être fatigué, tu vas avoir de la charge mentale, tu vas peut-être moins dormir ou tu vas mal dormir. La fatigue s'accumulant, tu vas encore moins bien réguler tes émotions parce que t'es fatigué, donc tu vas encore plus rentrer en évitement émotionnel. Donc bref, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'était le premier point, première astuce que je peux te donner si tu es débordé ou que tu te sens débordé. En tout cas, demande-toi, si c'est quelque chose qui est un peu récurrent, pourquoi ?
est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un bénéfice secondaire? Est-ce qu'il n'y a pas là un bénéfice secondaire à être débordé ou à te sentir débordé? Il faut bien garder en tête que il y a plein de choses qu'on fait, malheureusement, psychologiquement dans la vie, qui nous gonflent, qui des fois même nous font du mal, et qu'on répète. Des répétitions de schéma. On le sait qu'on va le répéter. On le sait qu'on est en train de le répéter. On le sait que c'est pas bon pour nous. Mais on y retourne. Donc peut-être que la question d'être débordé, de blinder son emploi du temps, ça peut être une répétition de schéma chez toi, et donc en quel cas demande-toi pourquoi, quel est le bénéfice secondaire si on continue à répéter ces schémas malgré la douleur, malgré l'inconfort, malgré la pénibilité. C'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire à répéter ces schémas. C'est parce que quand on a une conception du monde, on ne veut pas la lâcher. Parce que lâcher sa conception du monde, c'est prendre le risque de la perte et le risque de la désillusion, et ça on n'a pas envie de le risquer. Donc tant pis, on reste dans notre conception du monde. Deuxième astuce, conseil que je peux te donner, si tu es dans une période où tu es débordé, où tu te sens débordé, c'est de prioriser et de choisir. Alors déjà, la question de prioriser, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment urgent et qu'est-ce qui doit être fait là en priorité, ça marche quand on est débordé, ça marche aussi quand on est fatigué. Quand on est dans une période, moi c'est mon cas en ce moment, je sais pas si tu entends, mais je parle un peu du nez, je suis malade, donc du coup j'ai moins d'énergie, donc j'arrive à faire moins de choses, donc du coup à un moment donné je me dis ok Laura, il faut prioriser, qu'est-ce qui doit absolument être fait, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui doit être rendu, qu'est-ce qui doit absolument obtenir une réponse, etc. Priorise. Ok. Il y a un super outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, tu coupes une feuille en 4. Okay. Tu fais 4 cases et tu vas noter dans une case tout ce qui est urgent et important, tout ce qui est urgent mais pas important, tout ce qui est important mais pas urgent et tout ce qui est ni important ni urgent. Et tu mets là-dedans toutes tes tâches. Ça c'est hyper utile et d'ailleurs cette matrice d'Eisenhower elle est liée sur l'espace privé du site si tu veux la récupérer parmi tant d'autres fiches outils avec le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir classer tes tâches là-dedans et au moins tu vas te rendre compte. Parce que déjà tout ce qui est ni urgent ni important, poubelle. Genre on n'a pas le temps de s'occuper de ça ou on s'en occupera plus tard mais c'est vraiment pas une priorité. Tout ce qui est urgent et important, là, j'ai envie de te dire, doit être fait tout de suite. Et après, tout ce qui est urgent mais pas important, la plupart du temps, il faut le faire. Si c'est urgent, il faut le faire. Donc, ça te permet de prioriser. Et le deuxième truc qui va avec le fait de prioriser, c'est le fait de choisir. Tu peux pas tout faire. T'es dans une période où t'es débordé, t'as 20 000 trucs à faire, t'as pas le temps parce que t'as pas l'énergie, parce que t'es malade, parce que tes gamins sont malades, parce que y a juste trop de trucs à faire dans le business ou je sais pas quoi. À un moment donné, il faut se faire une raison. Tu pourras peut-être pas tout faire, ou pas maintenant. Donc, on choisit, on priorise, on trie, on décale tout ce qui peut être décalé, ça sera fait plus tard, et il y a pas mort d'homme. Je sais que c'est dur, quand on est dans une période comme ça, on est là genre, oh là là, putain, faut que je décale, et je prends du retard et machin. On va pas se mentir, pour la plupart des choses, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun enjeu. Si c'est fait dans un mois, c'est fait dans un mois, c'est fait dans 3 mois, c'est fait dans 3 mois, c'est pas grave. Et pour les choses, par contre, qui doivent être faites maintenant, parce que y a des deadlines à respecter, etc., alors ça, c'est une priorité, et l'énergie qui te reste, il faut qu'elle passe là-dedans. Donc on priorise et on choisit. Troisième conseil astuce que je voulais te donner, c'est mon concept que j'ai appelé d'agenda énergétique. Bref, je vais t'expliquer ce truc-là. J'en avais fait un post Instagram. L'année dernière, au printemps d'ailleurs, il y a à peu près un an, à cette période-là, février-mars, là, j'ai eu une période justement où j'étais complètement débordée. J'avais plein de demandes de coaching et j'avais lancé d'autres projets à côté. Bref, j'étais sous l'eau, j'étais fatiguée, tout ça. Donc, j'ai pensé faire. En fait, je prends mon emploi du temps, je prends mon agenda. Je mets tous mes rendez-vous de la semaine, qui sont entre guillemets non négociables, les consultations, les rendez-vous pro, les enregistrements de podcasts, etc. Ensuite, je vais mettre toutes les choses qui doivent être faites, qui sont pas des rendez-vous, mais voilà, enregistrer un podcast, préparer des posts Instagram, etc. Déjà, dans mon emploi du temps, ça j'en avais déjà parlé, je refais pas tout un point sur comment je m'organise, mais je mets toujours, autant que faire se peut, au moins 2 heures, si j'arrive à faire 4 c'est parfait, au moins 2 heures que j'appelle variables d'ajustement, qui sont 2 heures dans l'emploi du temps qui permettent de faire les trucs qui sont pointés au milieu de la semaine et qui n'étaient pas prévus, ou les trucs qui ont pris plus de temps, etc. Bon, généralement quand on est une période où on est vraiment débordé, la variable d'ajustement, des fois on n'arrive plus à la mettre, mais bon, c'est une période. Donc, mon idée d'agenda énergétique, c'est qu'en fait, on va pas regarder ton agenda et ton emploi du temps de la semaine juste d'un point de vue timing et juste d'un point de vue quantitatif. On va aussi le regarder d'un point de vue énergétique. Donc en fait, moi je me suis rendu compte qu'à cette période-là, j'étais pas débordée en termes de temps, c'est-à-dire qu'il me restait du temps pour faire d'autres choses dans la journée, pour les podcasts, Instagram ou je ne sais quoi, mais en fait j'avais plus d'énergie à ce moment-là, parce que je me sentais débordée, j'étais fatiguée, j'avais plus de jus. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que, au lieu de considérer mon emploi du temps et mon agenda d'un point de vue strictement timing et strictement quantitatif, je me suis mis aussi à l'analyser de manière qualitative. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis mise à coter mes rendez-vous par consommation d'énergie. Donc, en gros, un rendez-vous que je cotais 1,
c'est un rendez-vous facile qui ne coûte pas beaucoup d'énergie. Et 3, c'est un rendez-vous qui me coûtait beaucoup d'énergie. Et 2, c'était au milieu. Bon, j'ai pris cette cotation, tu prends bien la cotation que tu veux. Tu peux faire du vert, orange, rouge, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pris des chiffres, 1, 2, 3, parce que ça me permettait que je prenais tous mes rendez-vous et je cotais, clac, clac, clac. Ça, c'est une consultation qui est plutôt cool. 1. Ça, c'est une consultation qui est très difficile. Je sais, j'ai déjà eu la nana ou le mec en consulte. Il y a des sujets compliqués. 3. Ça, par exemple, c'est la 4e consulte de la journée, donc je sais qu'elle sera fatigante. Après, c'est pas un cas trop difficile, donc 2. Bref, tu comprends l'idée. Donc je cotais comme ça mes rendez-vous. Et je faisais l'addition de tous les chiffres sur la fin de la semaine. Et donc j'arrivais, par exemple, au vendredi avec un score entre 20 et 30. J'ai repris mes semaines précédentes. J'ai fait les cotations sur les semaines différentes en fonction de mon ressenti. J'ai fait les additions, et comme ça, j'ai vu sur les dernières semaines combien ça me faisait une semaine. En gros, est-ce que ça faisait 20 points, est-ce que ça faisait 25 points, est-ce que ça faisait 30 points. Et j'ai regardé sur les dernières semaines quelles sont les semaines où j'ai fini complètement KO. Et comme ça, j'ai réussi à estimer dans mon système de notation, dans ma cotation, quelle était la somme à la fin de la semaine, au-delà de laquelle je commençais à être épuisée et j'y arrivais plus. Alors de mémoire, c'était 22 ou 25, je crois, quelque chose comme ça. Donc je savais que, voilà, en dessous de 22, ça passe. 22-25, ça commence à être un peu tendu. J'ai pas de parler. Au-delà de 25, c'est mort. Je sais que je finis la semaine sur les rotules. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était vachement utile. Je le fais pas tout le temps maintenant, je le fais que dans les périodes où je suis débordée. Mais en tout cas, à cette période-là, ça m'a beaucoup aidé. J'ai gardé ce fonctionnement pendant plusieurs mois. Et ça m'a permis, comme ça, d'anticiper. Comme ça, quand je prenais mes rendez-vous, je regardais mon emploi du temps et je me disais... Waouh, ok, ça, je sais que cette consulte à Calais, c'est un code 2, et que mardi, j'ai déjà 3 consultes et c'est 3 codes 3. Donc, laisse tomber, je vais pas mettre ce rendez-vous mardi. Je peux le mettre au niveau de l'agenda. J'ai 1 heure pour mettre cette consultation. Mais énergétiquement, je sais que je vais pas y arriver. Donc, en revanche, mercredi, j'ai que 2 consultes et c'est 2 codes 1, donc je vais pouvoir mettre ce rendez-vous ici. Donc, ça me permettait d'ajuster mon emploi du temps, et ça me permettait aussi de le répartir dans la semaine et dans la journée, c'est-à-dire que les rendez-vous qui me demandaient le plus d'énergie, je sais que je les mets pas à 18h, parce que déjà c'est très rare que je travaille à cette heure-là, mais moi je suis pas du soir, hein. Donc clairement, si vraiment je dois caler une consultation de fin de journée, c'est code 1, mais c'est pas du 3, quoi. Ça me permet aussi de le répartir dans la semaine, donc par exemple je ne prends jamais de consultation le lundi matin et le vendredi après-midi, ou alors vendredi après-midi c'est vraiment... cas exceptionnel si vraiment il y a besoin, mais c'est très rare. Et le lundi matin, je n'en prends jamais, parce que je sais que le lundi matin, peu importe si c'est un code 1, 2 ou 3, c'est un ressenti code 8, si tu veux. Moi, le lundi matin, je travaille, mais je ne consulte pas, parce que je déteste reprendre la semaine, avec les consultations d'entrée, etc. Donc lundi matin, je fais d'autres choses. Bon, bref, on s'en fout, je te passe les détails, mais... Voilà. Donc ça m'a permis de répartir, de savoir dans la semaine quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, dans la journée quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, pour répartir mes codes 1, 2, 3, et ensuite pour la prise de rendez-vous, pour m'assurer que je me retrouve pas avec 4 consultations code 3 un mardi, et puis plus rien mercredi, par exemple. Je peux répartir. En tout cas, moi, je préfère fonctionner comme ça. En tout cas, ça m'a permis d'appréhender mon emploi du temps d'une manière plus énergétique, au sens de l'énergie, d'un point de vue plus qualitatif, et pas seulement de me dire, ah bah tiens, j'ai 1 heure, donc je le mets. Ça marche pour les rendez-vous, mais ça marche également pour le travail que tu as à faire, je sais pas, les enregistrements de podcast, la comptabilité, etc. Si tu sais que la compta, c'est hyper chiant pour toi, ça te coûte beaucoup, beaucoup d'énergie, et que tu as déjà une journée qui est blindée de code 3 dans mon référentiel, la compta, elle peut attendre demain. T'es pas à 24 heures près. Tu vois. Sauf si, bon, c'est le 15 du mois, faut déclarer la TVA, bon, là, du coup, la compta, y a pas débat, il faut la mettre aujourd'hui parce qu'il faut qu'on la fasse, mais du coup, peut-être que le rendez-vous code 3 qui arrive après, peut-être que lui il peut être décalé. Ou si vraiment il peut pas être décalé, ok, je sais que je me fais une journée hyper fatigante, mais que du coup le lendemain matin, je le prends un peu plus cool en mettant que des codes 1 ou en faisant des activités qui me font du bien, genre je sais pas moi, si t'aimes bien faire tes posts Instagram, du coup mets-toi ça, voilà. Tu peux répartir le truc, mais en tout cas voilà, c'est ça que je voulais t'expliquer, c'était de concevoir et d'appréhender aussi ton organisation et ton emploi du temps d'un point de vue énergétique pour ne pas te sentir complètement débordé et pour ne pas t'épuiser. Donc je résume les 3 astuces que je voulais te partager aujourd'hui pour ne pas te sentir débordé. 1. Te demander pourquoi tu te mets dans des situations de débordement. Pourquoi tu veux être surchargé. Je sais, c'est un peu provoque de dire pourquoi tu veux être surchargé, mais c'est quand même possible que dans certains cas que tu le fasses parce que, comme on l'a dit au tout début, il y a un bénéfice secondaire. Donc pourquoi je suis surchargée? Est-ce que vraiment la période est blindée? Bon, ça arrive. Et en quel cas, retour sur les 2 autres conseils. Ou est-ce que, en fait, ça pourrait être moins chargé que ça, mais en fait, j'ai un bénéfice à être chargé comme ça? Qu'est-ce que tu cherches à éviter? 2e conseil, on priorise, on choisit, on fait du tri.
dans la to-do list. Dans la to-do list, on fait la to-do par jour, on fait la to-do par semaine, on fait la to-do au mois s'il y a besoin, on fait des rétro-planning, on prend la matrice Eisenhower et on trie, on priorise et on choisit. Et troisième truc, appréhender ton agenda d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue énergétique et pas uniquement d'un point de vue quantitatif pour pouvoir adapter cet agenda à ton énergie et pour traverser cette période de débordement et de surcharge le plus sereinement possible. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu, sur un épisode un peu plus organisation et productivité. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et ça peut aider d'autres entrepreneurs à moins se sentir débordés et surchargés. Et puis surtout, si tu connais justement des entrepreneurs qui sont un peu dans cette thématique-là et qui auraient besoin d'écouter cet épisode, n'hésite pas à leur partager. Ça m'aide à le faire connaître, ça peut les aider aussi et ça fait toujours plaisir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et comme d'habitude, je te souhaite surtout d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.